J'ai très mal à la gorge. Je vais crever, ça va être génial. Et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Pas Podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir John Bobby. Oui, oula, c'est moi. Oui, bonjour, c'est moi. J'ai du mal à me reconnaître dans ce surnom que tu m'as donné de manière totalement arbitraire il y a genre, je sais pas, 2 mois. À peu près. Donc tu es John Bobby pour moi. Très bien, ravi. Comme d'hab, pour les gens qui connaissent pas, je fais un petit récap. On va revenir un petit peu sur son parcours en tant que lecteur, comment on est arrivé là, à lire et se retrouver dans le fauteuil. Il va nous présenter un petit peu son top 3, parce qu'il a eu l'exercice absolument horrible de choisir que 3 livres. Voilà, chais. Et on va parler d'une lecture qu'on a en commun qui est vachement là. Voilà. Elle est pas là. Donc vous ferez genre, hein, parce que... On la rajoutera en post-prod en VFX. Ouais, tout à fait. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas, John Bobby ? Ce qui va donc être 95% des gens qui vont regarder cet épisode, j'imagine. Pas du tout. C'est une rosta internationale, quoi. Bah évidemment. De fou. Bonjour. Moi je m'appelle Alexandre. Je suis dans la vie. J'ai 30 ans. Waouh. Voilà. Félicitations. Je te remercie. Bravo à toi. Merci infiniment. C'est une fierté d'y être arrivé. Voilà, dans la vie en général, je suis journaliste de sport. Je t'avais dit avant l'émission que j'ai failli venir avec un maillot de foot, mais je suis quand même venu avec Zinedine Zidane. Voilà. Donc journaliste de sport et depuis très peu. Là, on tourne cet épisode en mars. Absolument. Donc ça va faire 5 mois dans quelques jours que je suis donc créateur de contenu littéraire sur les réseaux sociaux. Incroyable. À la suite d'un cadeau formidable que j'ai reçu donc pour mes 30 ans de la part de mes amis qui m'ont offert donc 30 livres pour mes 30 ans. Genre personne n'a autant d'amis, ça n'a aucun sens. J'en ai même plus que ça. C'est faux, je te crois pas. Tu te rends compte ? Voilà, c'est une présentation qui te convient ? C'est de la merde. On fera avec. Ça a le mérite d'être honnête. Je crois que c'est relativement fidèle à la personne que je suis. Mais du coup, ton rapport un petit peu à la lecture, parce que tu lisais pas du tout avant, t'as beaucoup lu, t'as commencé à lire tout. Enfin, c'est quoi ton un peu rapport au livre à part ça ? Donc là, on est dans la première partie directe sur mon parcours de lecteur. On y va quoi ? On fait ce qu'on veut. On s'en bat les couilles. Donc j'ai eu un rapport à la lecture qui a été un peu saccadé, on va dire. Dans la mesure où, quand j'étais petit, je lisais énormément. J'avais vraiment une passion pour ça. Je pense que vraiment les premiers trucs, vraiment mes premiers souvenirs de la lecture, c'est j'étais abonné à J'aime lire. Enfant de riche. Donc j'étais abonné à J'aime lire, donc je recevais J'aime lire, et donc avec les petites histoires et tout. Je lisais ça comme ça. J'ai eu une grosse période, on va dire, jusqu'à la fin du collège environ, où j'ai lu énormément de fantaisie. Ok. Des trucs un peu jeunesse et tout, mais je lisais beaucoup ça. C'est rigolo parce que du coup ça a fait rire beaucoup de gens avec qui j'ai pu discuter depuis que j'ai créé ce compte sur les réseaux, quand je leur ai dit que j'avais lu l'intégralité de Twilight. Effectivement, c'est surprenant. Voilà, donc je lisais beaucoup de trucs comme ça. Évidemment, un truc un peu motivé par le fait que j'ai découvert Harry Potter, comme je pense la totalité des enfants nés dans les années 90. À peu près. Où ce truc-là a un peu déclenché cette affection que j'ai eue, en tout cas pour la fantaisie et ce genre de littérature. Et après, en fait, quand je suis arrivé au lycée, j'ai beaucoup moins lu à partir de là, parce que j'ai découvert d'autres passe-temps. Les jeux vidéo. Les jeux vidéo, notamment. À partir du lycée, donc j'ai beaucoup moins lu, et je suis ensuite rentré dans un cycle d'études supérieures qui a fait que j'ai eu beaucoup moins des lectures plaisir que des lectures instructives. Donc des bouquins d'histoire, des bouquins de sciences politiques. Il y en a aucun dans ton top, c'est fou quand même. C'est dingue, il pourrait y en avoir. Franchement, il pourrait y en avoir, parce qu'il y a des bouquins quand même très chouettes que j'ai lus dans ma vie, mais je lisais plus par obligation. Oui. Que par vraiment plaisir, et en fait j'avais complètement délaissé du coup le côté roman, le côté lecture un peu évasion, plaisir et tout. Il y a beaucoup de gens qui ont fait ça, qui ont arrêté de lire à cause des lectures imposées à l'école. C'était plus, on va dire, je lisais pour des objectifs professionnels, quoi. C'est-à-dire vraiment je lisais pour m'informer, pour m'éduquer et tout, mais beaucoup moins pour mon plaisir. Puis par ailleurs la vie d'étudiant, où en fait t'as beaucoup de temps, enfin le temps que tu passes à tes études, le temps que tu passes à ta lecture obligatoire et le temps que tu passes à faire ce que t'as envie de faire à côté, t'as beaucoup moins de temps, enfin moi en tout cas, pour la lecture plaisir. Ça a duré un certain nombre d'années, jusqu'à en fait janvier l'année dernière, où je me retrouve au chômage, on peut dire ça comme ça, après un contrat, un CDD de 16 mois dans une rédaction, Le Parisien, je n'ai pas de raison que je les nomme pas. Non mais t'as raison, où j'ai bossé là-bas pendant 16 mois, et en fait je me retrouve janvier 2025 au chômage, avec ce chômage-là un peu à digérer, parce que je pensais pas me retrouver au chômage, une fatigue un peu mentale, physique et tout, et de me dire, en fait, ça fait des années que je me dis, ah là là, j'aimerais bien lire plus, à me remettre à la lecture, redécouvrir le plaisir de la lecture, d'autant que, en fait, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui a
toujours adoré me balader dans les librairies. J'adore l'objet livre. Je trouve ça trop bien d'être dans une librairie et de voir en fait tous les mondes possibles qui s'offrent à toi. Est-ce que tu sens les livres? Évidemment. L'odeur d'un livre, c'est juste ce qu'il y a de plus satisfaisant. Les odeurs des livres. Il y a tellement d'odeurs différentes. Évidemment. Il y en a qui puent, il y en a qui sentent bon. Naturellement. L'odeur des vieux livres. J'aime pas, ça pue la merde. Vraiment, ça pue, le vieux, le renfermé, l'humidité. Ouais, mais moi je kiffe l'odeur du vieux papier, tu sais, le vieux papier épais. Mais moi j'ai l'impression que je vais le sentir et qu'il y a plein de maladies, de trucs bizarres, dégueulasses. Ouais, mais t'as un peu je trouve que c'est un peu l'odeur d'un truc qui a vécu. Souvent ça sent le vieux. Franchement, moi je fais une distinction très claire entre la naphtaline et l'odeur du livre. Pour moi c'est proche. Ah, bah j'entends, je suis pas d'accord, mais j'entends. D'accord. Voilà, Comme disait Ancha, j'entends ton avis, mais je le respecte pas. Merci Ancha pour cette punchline sortie à l'épisode 5 que j'utilise toute ma vie. Moi, la seule différence, c'est que je le respecte, juste je suis pas d'accord. Voilà. C'est deux conceptions de la vie qui se valent, mais qui sont différentes. J'ai toujours kiffé me balader dans les librairies, dans les rayons livres. J'ai toujours, dès que je voyais des livres, oh là là, ça me donne trop envie de le lire, etc. Et donc, je me retrouve début 2025 à me dire, bon, bah, allez, c'est bon, je m'y remets, je veux relire des romans, parce que j'avais le sentiment aussi de ne pas avoir construit en fait cette culture-là littéraire que j'aurais dû avoir, enfin, que j'estime que j'aurais dû avoir à ce moment-là de ma vie. Et donc, voilà. J'ai commencé à lire des trucs. D'abord, c'est ma copine qui m'a recommandé des bouquins. Le premier livre qui a un peu relancé ce parcours-là, c'était numéro 2 de David Fuenquinos. Je sais pas si tu l'as lu. J'ai lu aucun Fuenquinos. Et bah écoute, celui-là, il est vachement bien. C'est l'histoire imaginée du gamin qui a perdu la finale du casting d'Harry Potter face à Daniel Radcliffe. Incroyable. Ouais. On parle jamais des numéros 2. Bah c'est ça. Et en fait, c'est genre alors Fuenquinos, c'est une littérature qui est un petit peu naïf, mais pas dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire que c'est beaucoup de petites leçons de vie un peu mignonnes, des trucs un peu sur le fait de se dépasser, de surpasser des épreuves, etc. Mais c'est fait de manière assez cute, et du coup j'ai lu ce bouquin-là, moi, donc du coup il me fallait aussi cette accroche-là de Harry Potter aussi pour me remettre dans ce truc-là, et je trouvais que le pitch est tellement, enfin dès que tu parles de ce pitch-là à quelqu'un, il en dit trop bien, genre trop bonne idée, tu vois. Et donc voilà, donc ça c'est le premier livre que j'ai lu de l'année dernière, et en fait voilà, j'ai continué à lire au fil des recommandations, au fil juste de mes envies. Et voilà, et me voilà aujourd'hui avec 35 livres à lire pour ce cadeau des 30 livres pour mes 30 ans. Parce que du coup, mes amis, ayant vu que j'ai passé mon année 2025 en terrasse à bouquiner et à poster ça sur Instagram, voilà, se sont dit, il y a peut-être un truc à faire. On va pas lui demander ce qu'il veut pour son anniversaire. C'est ça. J'ai eu d'autres trucs, mais j'ai eu aussi ça, où en fait, donc c'est mon amie Mathilde, que je salue évidemment, qui a eu cette idée. Mathilde. Voilà, en fait, chacun devait mettre un, ou certains m'ont mis plusieurs livres qui les a marqués pour me les faire découvrir du coup. Très bonne idée. Donc c'est trop cool, idée géniale. Et donc maintenant, j'en ai fait un compte Insta TikTok, et je parle des livres que je lis. Et à la fin de chaque livre, je tire au sort le prochain livre que je vais lire avec une petite route bingo qui est devenue une véritable star. Voilà. Est-ce qu'il a un nom? La route bingo? Non. Tu ne donnes pas de nom au truc? Non. Tu vois, lui, il s'appelle Eugène. Eugène le cactus? Oui. Mais ça rime pas. Moi, je t'emmerde. Du coup, la route bingo, on fait rimer en haut? Ouais, je sais pas, genre Eduardo la route bingo, ça peut. Ou peut-être qu'il faudrait peut-être un nom féminin parce que c'est une roue. Pueblo? Est-ce que tu as un nom féminin en haut? Là, comme ça? Ah, ça vient pas. C'est marrant, ça, comme. Pourquoi il y en a pas en haut? Mais parce que je pense que le son haut, c'est plus un son masculin, genre, naturellement masculin, ouais, genre tu vois Enzo, Timéo, Théo, Lorenzo, enfin tu vois, alors que les pronoms féminins c'est plutôt en A, tu vois. Jessica, Sarah, Léa, Laura. Et en espagnol ou quoi? Ouais, je sais pas, mais j'ai Pablito. Enfin, ouais, bah non, mais tu vois, Pablito, ça reste, c'est de Pablito quoi. Bah après, Pablito, elle route bingo, on peut le masculiner. Ouais, mais peut-être que la route bingo est gender fluide aussi, tu vois. Enfin, on est. Donc il faut un prénom mix. Bref, je pense que ça va nous torturer pendant tout l'épisode et puis. À un moment, je vais crier un nom en plein milieu de l'émission. Vous inquiétez pas, tout va bien. Allez, ça me va. Bref, du coup, tu tires le numéro avec la route bingo. C'est ça. Et donc à chaque fois que donc enfin c'était l'idée aussi, c'était que moi j'avais pas envie de arbitrairement choisir les. Il y en a que tu laisses de côté, que tu choisis jamais et qui terminent à la fin, tu vois. Ouais, c'est ça. Genre j'avais pas envie de dire ah bah ton livre il m'intéresse tellement pas que non, en fait maintenant c'est obligatoire. T'as pas le choix. Ouais, bah tu vois par exemple le deuxième livre qui est tombé dans l'ordre, c'était Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Et ben je l'aurais peut-être pas mis au début, celui-là. Voilà. Donc pareil, il y a pas un des premiers où le premier c'était L'Ordre du Contrevent? L'Ordre du Contrevent, non, je l'ai lu l'année dernière du coup dans le début de mon aventure de lecteur qui m'a été recommandé. J'étais à Tours avec 2 très bonnes potes à moi, dont une s'appelle Pauline qui a adoré ce bouquin et qui m'a dit faut grave que tu le lises et tout. Bonjour Pauline. On va dire bonjour à tous tes potes. Il y en a Bien au moins sûr. 30, ça va être insupportable. Et donc elle me parle de ce bouquin dont j'avais entendu parler, je pense sur TikTok, Insta. Je fais, ah mais oui, j'en ai quand même entendu parler, qui est donc un livre de science-fiction absolument fou. Trop bizarre. Ouais, fou. En fait, l'histoire, ça se passe dans un monde imaginaire où en fait le monde est en permanence battu par le vent et par des vents de différentes intensités selon
les localisations, etc. Mais c'est un vent qui peut littéralement t'arracher la tronche très facilement. C'est pas sympa. Les hommes ont, donc depuis le début de leur existence, tenté d'apprendre à appréhender ce vent, de l'étudier, etc. Et donc, ils forment en fait ce qui s'appelle des hordes, qui sont formés dès le début de leur existence à étudier le vent et en fait remonter tout le territoire pour aller jusqu'à l'origine du vent. Ouais, à contre-vent. À contre-vent. Donc, le bouquin fait 700 pages et en fait, dans la numérotation des pages, ça commence à la page 700 parce que tu remontes du coup jusqu'à l'origine du vent. Il y a donc 23 personnes dans la horde. Il y a donc 23 narrateurs dans le livre. Chacun a un petit signe de ponctuation qui le représente et donc tu as un marque-page qui est vendu avec le bouquin. Le symbole, le personnage, sa fonction dans la horde et si tu perds le marque-page, tu es comme foutu. Voilà, tu es complètement foutu. Mais donc c'était une expérience de lecture qui était hyper intéressante. C'est vachement costaud, enfin genre Alain Damasio, donc l'auteur de ce livre, il a un rapport aux mots qui est quand même un peu complexe, je pense, et il a une façon d'écrire qui se rapproche, enfin qui a un truc un peu de l'ordre du jeu, avec beaucoup de jeux de mots, beaucoup de trucs. Il s'en met pas trop avec les définitions. Si tu comprends pas un truc, c'est pas son problème, tu vois. Donc voilà. Donc mais c'est hyper riche, c'est hyper et puis c'est très c'est unique, quoi. Il y a un truc un peu... Moi, j'aime beaucoup ça aussi quand je lis des bouquins, l'idée que je lis un truc que je pourrais pas lire ailleurs sur la plume de quelqu'un d'autre. Et là, pour le coup, alors Damasio, c'est soit t'aimes, soit tu détestes, mais moi, pour le coup, j'ai beaucoup aimé. Et donc voilà. Mais il y avait quand même un Damasio dans ton truc, c'était Les Furtifs, du coup, qui Absolument. était Et donc, Pauline, qui m'avait recommandé La Horde, m'a offert, du coup, dans le cadre de ce cadeau-là, m'a offert donc Les Furtifs, qui est donc le 3e roman de Alain Damasio, qu'il a écrit après La Horde du Contrevent. C'est tout. C'est tout. D'accord. C'est totalement tout. Fin de cette parenthèse sur Alain Damasio. Bosse ta ponctuation parce que j'étais en milieu de phrase pour moi. Très bien, excuse-moi. Non mais c'est pas grave. Ok, trop cool. Alors ta première lecture marquante que t'as grave pris, hein. Elle est là, regardez. Ouais, je suis navré. En fait, je pensais qu'il fallait prendre que les 3 livres du top. Écoute pas les consignes. Et du coup, voilà. Mais je peux t'en parler et la magie du montage va faire que ça va apparaître ici. Voilà. Quand j'étais petit, j'étais fan d'une saga de bouquins qui s'appelait L'Épouvanteur. Le problème, c'est que, donc, première lecture marquante, je serais incapable de te dire de quoi ça parle. C'est formidable parce que c'est un bouquin que j'ai complètement oublié, mais je me souviens d'avoir dévoré dans leur intégralité toute cette série de livres. C'est vraiment pas le seul parce que Mickaël de l'épisode 2 a dit « J'ai absolument aucun souvenir, mais c'était vachement bien ». Et genre tous les bouquins, il a dit « Je m'en souviens pas, mais c'est bien, chez la Panicale, l'épisode de faire 12 minutes ». C'est super. Donc tu as le droit d'avoir adoré un bouquin sans t'en souvenir. Évidemment. J'ai lu un livre récemment qui s'appelle « Comment parler des livres qu'on n'a pas lus ». Faut que je le lise, je suis libraire. Donc C'est ça, d'un monsieur qui s'appelle Pierre Bayard, qui a une idée vachement intéressante là-dessus, sur le fait que, en fait, de toute façon, les livres que tu lis sont forcément inscrits dans un contexte, dans un moment de ta vie, dans une période, dans une batterie d'émotions que tu peux ressentir à ce moment-là, et que de toute façon, en fait, l'impression que tu vas avoir d'un livre va forcément être impactée par ça. Énormément de livres que tu oublies, et du coup, la question qu'il pose, c'est est-ce qu'on considère toujours qu'on a lu un livre quand on l'a oublié ? C'est assez intéressant. C'est une question qui est évidemment très intéressante, à laquelle je ne répondrai pas aujourd'hui. Non. De façon tout à fait évidente. Oui. Parce qu'on n'a pas le temps. Mais donc voilà, donc la saga L'Épouvanteur, je me souviens de cette espèce de mage qui... Il y en a une chier en plus, non ? Il y en avait, je pense que j'en ai lu genre 6 ou 7. Mais donc voilà, et donc en fait, dans ce que je te disais tout à l'heure de ma période un peu fantasy, littérature jeunesse, etc., c'était vraiment ça. En fait, c'est-à-dire que j'ai eu d'abord Harry Potter, et puis ensuite, il y a eu un peu ce truc-là... je pense qu'il pourrait, genre, j'ai un peu une vibe de The Witcher en fait quand je pense à ce truc-là. Mais donc voilà, ça c'était un truc marquant parce que je me souviens que j'adorais cette saga, et donc à mon grand regret, je pourrais plus te dire de quoi ça parle exactement, mais tu pourrais le relire. Je pourrais le relire. Ça c'est un gros questionnement de les livres qu'on a lus quand on était gosse, est-ce qu'on les a relus ou pas ? Et qu'est-ce qu'on en pense après ? Est-ce que ça fait pas un peu peur de le relire et de dire putain, en fait, ça pue la merde ? Est-ce que c'est risqué de le lire ? Est-ce que tu te gâches ce truc-là ? C'est très dur. En vrai, je trouve que c'est un débat intéressant et de manière générale par rapport à la culture, je trouve qu'il faut pas laisser la culture genre figée dans l'instant où tu l'as découverte. Alors qu'au contraire, c'est quand même assez précieux. Tu le figes dans un moment, il y a un côté nostalgie, ça représente quelque chose. Parce que est-ce que t'as pas peur de te gâcher un truc et que avant ça, tu l'aurais autant aimé ? Oui et non, c'est-à-dire qu'en fait, je pense que là, dans ce cas-là en particulier, à mon avis, c'est relativement inoffensif dans le sens où juste c'est une histoire de fantaisie jeunesse et juste t'as peut-être un peu plus de maturité maintenant, donc ce sera peut-être pas aussi proche de tes goûts, mais ça va pas briser l'image que t'avais du bouquin quand t'étais petit, dans le sens où rétroactivement tu vas pas... tu kiffes pas autant, mais ça a participé à la construction du lecteur que t'es devenu, etc., donc c'est ok. Mais la question peut se poser pour d'autres œuvres que t'as pu kiffer quand t'étais petit, qui ont pu t'influencer quand t'étais petit. Ça me fait penser à un livre que j'ai lu récemment qui s'appelle Désirer la violence de Chloé Thibault, qui m'a été offert par mon pote Martin,
Martin, Martin, on t'embrasse. On va faire un shout-out à tous les potes. Dans le cadre de mes 30 ans, en fait, de cette journaliste qui s'appelle Chloé Thibault, qui donc fait cet essai sur comment la pop culture apprend notamment aux femmes à s'orienter de manière naturelle vers les comportements violents et vers un peu les bad boys, les comportements toxiques, etc. Et en fait, donc cette journaliste-là, elle a fait la démarche pour le coup de revoir tout un tas de films qui l'ont construite en tant que femme et qui l'ont construite dans son rapport aux relations, etc. Et là, pour le coup, dans le cadre de l'épouvanteur, je pense que j'aurais pas cette épiphanie-là, mais elle, pour le coup, elle a eu ce truc-là de mais comment j'ai pu être autant fasciné par ces mecs-là, comment j'ai pu passer à côté de choses comme ça. Et dans un certain nombre de cas, je pense que c'est assez salvateur d'avoir cet aspect un peu plus mature à la culture que tu as consommée, et d'avoir justement un œil neuf sur la culture qui t'a influencé quand tu étais plus jeune, quoi. Dans le cas de l'épouvanteur, je pense que je tomberais pas de ma chaise, il y a peu de chance. Mais peut-être que pour le kiff, en vrai, j'en relirai un comme ça. Ouais. Donc première lecture marquante, je vais réussir à articuler un jour, peut-être. C'est ça, la saga l'épouvanteur. On embrasse. Absolument. Bisous. Et le John Bobby d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il lit ? Donc la dernière lecture marquante que vous voyez là, qui est bien en évidence. Non, ça c'est après, la dernière. Ah pardon, excuse-moi. Pardon. Donc qu'est-ce que je lis aujourd'hui ? Ton top 3, est-ce que ton top 3 représente ce que tu lis maintenant aujourd'hui, quoi ? Est-ce qu'on commence à présenter ton petit top 3 ? Oui, on peut. Alors je pense que j'ai. Alors je te le disais du coup tout à l'heure avant l'émission, c'est en off. C'est pas stricto sensu un top 3, parce que j'ai pas vraiment l'impression de pouvoir faire avec tout ce que j'ai lu dans ma vie un top 3 genre définitif et tout. J'ai pas l'impression d'avoir lu assez de livres dans ma vie. Mais cependant, c'est 3 livres qui m'ont marqué à 3 étapes différentes de ma construction de lecteur et qui, je pense, peuvent quand même représenter assez bien le lecteur que je suis aujourd'hui. Moi, de manière générale, je lis beaucoup de choses très variées. J'essaye quand même d'avoir un truc où j'aime bien que les livres m'apportent quelque chose, intellectuellement parlant. Enfin, pas forcément en lisant des essais, mais tu vois, j'aime bien... c'est terrible de dire ça. J'aime bien lire un truc et me dire le mec, il est quand même vachement... Le mec ou la meuf qui a écrit ça est quand même vachement plus intelligente que moi, quoi. Voilà. Un truc de, je sais pas, genre de me sentir un peu plus enrichi en ressortant de la lecture que en y étant allé. Et donc, ces 3 livres-là, je pense, à leur manière, ont un peu participé à ça. Ok. Que ce soit dans la manière de raconter les choses, que ce soit juste dans le récit, dans l'histoire, dans sa complexité, ou juste que ça a pu t'apprendre. Ou juste que ça a pu m'apprendre. Tu veux qu'on plonge là-dedans, du coup, directement ? Ouais. Top 3 ? Top 3. En numéro 3, j'ai mis donc ce livre-là, qui s'appelle « Ce pays qui n'aime pas le foot », de Joachim Barbier. Très bien. Bonjour. Voilà. Salut Joachim Barbier. Joachim Barbier, qu'on embrasse. Bisous. Que j'ai relu dans le train en venant. Oui. Voilà, parce que comme ça, il s'en souvient bien. Ouais, comme ça, je m'en souviens bien. Que j'ai lu donc, quand il est sorti en 2012. Et donc, en fait, qui est un essai sur pourquoi et comment la France, culturellement, comprend mal et appréhende mal le football comme phénomène et comme culture. Parce que pour le coup, moi, j'ai pas l'impression que en France, on n'aime pas spécialement le foot. Et pourtant. D'accord. En fait, je pense qu'on aime le foot. Enfin, et ce que te dit ce livre, c'est que la France aime le foot, mais elle l'aime très très mal. Et en fait, tu vois, tu as développé dans ce livre tout un argumentaire sur le fait que le foot est un sport de... Je crois qu'il utilise plusieurs fois le mot... le foot, c'est un sport de crevard, en fait. C'est un sport de... C'est très populaire parce que ça a su parler aux masses, ça a su parler aux classes populaires, au peuple. Et en fait, en France, on a cette idée que le foot peut être rationalisé, institutionnalisé et politisé et rentrer un peu dans le moule de la bienséance politique et de la bienséance républicaine, alors que non, en fait, le foot, c'est une culture en soi dont il faut maîtriser les codes, dont il faut maîtriser les subtilités et dont il faut respecter surtout les nuances et les subtilités. Pourquoi je te parle de ce livre-là ? Moi, déjà, je me souviens que quand je l'ai lu donc en 2012, j'étais donc en première. C'est un livre qui a vraiment participé à la construction du journaliste que je suis devenu. Moi, en gros, à cette époque-là, je découvre donc le magazine SoFoot, dont je tombe amoureux, vraiment. C'est-à-dire que c'est un magazine où tu as des longs formats, des reportages très bien écrits, avec beaucoup d'humour, beaucoup de second degré, des mots que tu n'as pas l'habitude de lire dans la presse un peu sérieuse, etc. Et donc je découvre Joachim Barbier, donc, qui est journaliste à SoFoot, aujourd'hui à Society, qui est un magazine du groupe SoFoot. Et en fait, je découvre ce magazine-là, je lis ce livre-là, et en fait, je me dis, mais ouais, en fait, c'est comme ça que... ça colle tout à fait à l'idée que moi, je me fais du journalisme et du football, c'est-à-dire
un truc où on essaie de réfléchir un peu sur les grandes questions, sur les grands enjeux, et on essaye un peu de sortir du cadre qui nous est imposé. Oui. Tu vois. Et donc, moi, j'ai eu la chance de bosser à SoFoot par la suite. Voilà. Tous tes rêves d'enfant, tu les as réalisés, en fait. Je sais pas si je les ai tous réalisés, mais en tout cas, celui-là, je l'ai réalisé. Entre SoFoot et le fait d'être ici, je suis désolée, c'est quand même pas mal, quoi. Ça en fait 2. Voilà. J'en ai plus. Voilà. Mais donc, voilà. Donc, en sortant d'école de journalisme, ça a été mon premier job. J'ai bossé à SoFoot pendant plus de 3 ans. Enfin, j'ai été pigiste, journaliste pigiste. Et mon employeur principal, c'était SoFoot. J'ai fait pas mal de choses avec eux. J'ai fait la une de SoFoot avec une enquête qui a remporté un prix, donc c'était très cool. Bien sûr. Vincent, je t'embrasse, avec qui j'ai coécrit l'enquête, qui m'a offert un livre aussi pour mes 30 ans. Donc voilà, et j'ai eu donc l'immense plaisir de rencontrer Joachim Barbier, qui est l'auteur de ce livre. Et je me souviens, il était devant les locaux de SoFoot en train de fumer une clope. Et moi, en fait, tu sais, quand tu arrives dans une entreprise, tu connais les gens à côté de qui t'es assis, mais tu connais pas tout le monde. Et j'étais en mode, ouais, tu t'appelles comment, Joachim? Marrant, comme Joachim Barbier de SoFoot. Ouais, bah oui, c'est moi. C'est génial. Génial. Joachim, j'ai adoré ton livre, machin. Et merci. Donc voilà. Donc c'était et donc je l'ai relu. Tout à l'heure. Je te disais. Ce qui est fou, c'est que ça a été écrit il y a 14 ans. Ça n'a pas pris une ride. Ouais, c'est toujours d'actualité. C'est toujours d'actualité dans la façon dont le politique, dont le médiatique, dont de manière générale appréhende l'objet football. C'est-à-dire que tu n'enlèves pas une ligne. Enfin, ça n'a pas changé. Les grandes dynamiques sont toujours les mêmes. Tu vois, genre, tu peux lire des essais, des trucs comme ça qui ont été écrits il y a 15 ans et dire non, mais en fait, tu gardes plus rien, franchement, ça n'a aucun sens. Là, franchement, genre, tout est autant d'actualité. Et surtout, genre, moi, je suis toujours aussi fan du style. Joachim Barbier, c'est pour moi une des plus belles plumes du journalisme français. Enfin, j'adore la façon que ce mec a d'écrire. Aujourd'hui, il travaille donc pour le magazine Society, je te disais. Qui pour moi est un des meilleurs magazines en France, enfin SoFoot aussi d'ailleurs, est un des meilleurs magazines de France pour moi dans son domaine, mais Society c'est extraordinaire. Bonjour Society, on vous embrasse. Le groupe Sopress, on vous embrasse. Et Joachim, il a une plume extraordinaire, enfin il a une plume géniale quoi. Donc j'adore ce truc-là. Et donc pour moi ça a été vraiment ce livre-là, mon introduction à l'esprit SoFoot. Et en tout cas à des réflexions sur la. Enfin, je trouve que c'est plein de bonnes réflexions sur la façon qu'a la France d'apprendre le foot. Et c'est un livre que tu peux encore lire aujourd'hui qui est top. Voilà. Trop bien. Donc, ce pays qui n'aime pas le foot. Et c'est un truc qui, tu penses, pourrait intéresser des gens qui ne s'intéressent pas du tout au foot ou qui n'ont aucune rêve? Parce que moi, le foot, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas du tout. Je n'ai absolument pas les codes, je connais rien. Bien sûr. Si tu n'as pas peur du name dropping, parce qu'il y a des fois un petit peu des noms qui vont tomber dont tu ne vas pas être forcément familière, je pense que il y a forcément un truc auquel tu vas pouvoir t'accrocher parce que ça parle pas que de foot. Et tu vois, moi, c'est un des trucs qui me plaît aussi et qui m'a plu et qui m'a attiré par rapport au journalisme de sport. Le fait que, en fait, j'ai l'impression de parler de tout sauf de sport. C'est-à-dire que je peux parler de politique, je peux parler de médias, je peux parler de justice, je peux parler de tout un tas de trucs, de géopolitique, de peu importe. Et en fait, le foot, il s'inscrit dans un truc très global. Oui, c'est un sujet sociétal. Et donc, et en fait, là, c'est vraiment... Ça parle de foot, mais ça parle pas que de foot. Oui, d'accord. Donc en vrai, non, c'est un livre, justement, je trouve qu'il est hyper intéressant à bien des égards. Et en fait, je trouve qu'il est aussi intéressant parce que le foot arrive souvent, fréquemment, au centre de l'actualité, dans des moments médiatiques où il est mis sous une lumière qui n'est pas forcément hyper glorieuse, parce qu'il y a des polémiques ou autres. Et en fait, tu vois, pour la personne qui connaît pas trop le foot, t'es vite tenté de suivre ce que va dire telle personnalité politique ou autre. Le peu d'infos que t'as, c'est ça. Donc le peu d'infos que t'as, c'est ça. Et je pense que ce livre, il donne aussi des petites clés, tu vois, pour appréhender ça. Voilà. Totalement. Trop bien. Je le lirai peut-être. Ma foi. Je t'invite à le lire. Ça parle dedans de Louis Nicolin, l'ancien président de Montpellier qui est décédé aujourd'hui. Ok, je vais le lire. Dont je t'avais parlé. Voilà. Absolument. On a parlé de Louis Nicolin. Ok, trop cool. Voilà. Trop bien, trop bien. Top 2, j'en ai lu aucun, c'est génial. Mais oui. Quand est-ce que j'arriverai à avoir un invité où j'ai lu des livres Mais c'est pour ça que tu as mis la lecture commune qui va... Ah ouais, sinon je sers à rien, je parle pas. Hein. C'est ça. En top 2, alors je sais pas si c'est encore une fois mon top 2 all time, mais bon, je peux le dire à chaque fois, sinon ça va être très, très lourd. Ouais. Mais je voulais mettre un des livres du coup, que j'ai lu l'année dernière dans le cadre de cette redécouverte de la lecture que j'ai faite. J'aurais pu t'amener La Route du Contrevent, mais j'ai décidé de t'amener Anima de Wajdi Mouawad. Qui est étudié au collège et au lycée encore. C'est vrai ? Ouais. Eh ben écoute, moi je l'ai étudié l'année dernière en étant ni collégien ni lycéen, donc voilà. On juge pas.
Wajdi Mouawad, qui est plus connu pour son travail de dramaturge, Oui. qui écrit des pièces de théâtre, Oui. dont une Incendie, qui est Incendie. très très connue. Qui est aussi étudié au lycée. Voilà. Là, c'est un roman dans lequel on va suivre un monsieur dont la femme est assassinée dans des conditions assez brutales. C'est pas gentil. C'est pas sympa, ne faites pas ça chez vous. Voilà. C'est pas sympa. Et en fait, il va se mettre à la poursuite de ce tueur qui, en fait, est un. Ça se passe aux États-Unis. Et en fait, lui, c'est un Indien, entre guillemets, entre big guillemets, un Indien, un natif, donc tu sais, il va aller le poursuivre dans des réserves de natifs américains, etc. D'accord. Donc, tu as un peu ce truc-là. L'enquête en soi va le mener un peu jusqu'aux confins de son identité, on va dire, parce qu'on part du meurtre de cette femme, et puis après on va beaucoup en apprendre sur lui, sur ce personnage-là et sur son histoire à lui. La particularité de ce livre qui m'a... Il me semble que c'est un peu spécial. Qui m'a beaucoup plu, et c'est pour ça que je voulais en parler, parce que je trouve qu'en termes de narration, c'est génial. En fait, c'est raconté à travers les yeux des animaux qu'il rencontre. C'est ça. Voilà. On me l'avait dit, je me suis dit, putain, mais ça a l'air trop bien, en fait. C'est ça. Et donc, en fait, je sais pas si je peux le... Tu fais ce que tu veux. C'est le tien. Hop là, bonsoir. Parce que alors, j'ai vu que dans ton podcast, il n'y a pas souvent parfois, c'est pas les vrais livres. C'est arrivé une fois, d'accord ? Oui, c'est cela, oui. Donc, tu vois, en fait, les chapitres. Ça m'est jamais arrivé avec qui que ce soit d'autre, d'accord ? Les chapitres sont faits comme ça. Je sais pas si tu vois. Donc, en gros, tu as le. Musca domestica. En fait, tu as l'appellation latine de chaque animal. De chaque animal. Et en fait, donc, Musca domestica, je pense que c'est une mouche. Mouche domestique, finalement. En même temps, elle dit une phrase, quoi. Il dort, un homme, il entre, un géant, le chat se redresse. C'est ça. Mais donc voilà, donc c'est assez spé, c'est rigolo. Donc t'as des chiens, t'as des loups, t'as des renards, t'as des voilà. Et donc à chaque chapitre, donc tu as cette espèce donc l'appellation latine de l'animal, et donc ensuite. Musculus. Et moi, du coup, mon historique de recherche pendant que je lisais ce bouquin, c'était vraiment genre. Tu vas chercher à chaque fois, on est d'accord. En fait, il y en a qui reviennent un certain nombre de fois, donc tu ne cherches plus. Hop là, j'essaie de parler dans le micro en même temps, mais c'est pas grave, t'inquiète, je suis là. Au bout d'un moment, tu sais. Mais ouais, du coup, quand il y en a où tu comprends, par exemple, la mouche, musca, bon, ça va. On dirait du muscat. Tu devines, ouais, tu peux. Hein. Mais donc, du coup, ouais, mon historique de recherche, c'était que genre des notions latines très marrantes. Voilà. Du coup, t'apprends des choses aussi. T'apprends des choses, et globalement, très très chouette livre. Ok. Et ouais, le procédé narratif est très marrant, et du coup c'est rigolo, donc tu vois, de voir les différences de ton entre les différents animaux, insectes et tout, tu vois. Et puis même les points de vue, parce que à un moment tu vas être une araignée qui va être au plafond, et donc du coup qui va voir la scène en étant dans le coin de la pièce et tout, etc. Enfin donc ouais, c'est assez drôle, assez rigolo. Et enfin alors le livre est tout sauf marrant. Non, ça parle pas drôle. Littéralement de trucs horribles, mais le procédé narratif est extrêmement inventif, et donc voilà, je trouve que c'est un chouette livre. Ok. Est-ce que ça reste quand même... Alors, moi, je suis pas très littérature classique, machin, tout ça. Moi, je vois un truc comme ça me fait un petit peu peur, en fait. Je comprends. J'ai l'impression que c'est pas accessible et que ça va être trop compliqué pour moi et machin, et que c'est pas trop ma came. Est-ce que tu penses que ça reste quand même accessible ? Est-ce que la construction originale allège un petit peu peut-être la complexité, je sais pas. Moi, je trouve que justement, alors je trouve que c'est un bon pont entre l'originalité et le côté justement un peu littérature dont tu parles, parce que ça reste un livre un peu au sens noble du terme, de littérature au sens noble du terme. Enfin, je trouve que c'est un livre. C'est de la littérature blanche. C'est de la littérature, voilà, blanche comme tu dis. Après, je trouve que justement, genre le côté très original en termes de construction et de narration te garde un peu dans le truc, tu vois. Et après, il y a un moment où tu te défais un peu de ça sur le dernier tiers du bouquin, où tu te défais un peu de ça jusqu'à la fin du récit. Mais du coup, t'as eu le temps de te faire aux personnages, de te faire à leur épopée. Et non, mais moi, je trouve que ça reste un bouquin relativement accessible. Ouais. Pas trop compliqué. Pas trop. C'est beaucoup moins compliqué que l'Ordre du Contrevent, par exemple. Oui. Il y a plein de trucs vachement moins compliqués que l'Ordre du Contrevent. Globalement, tout est moins compliqué que l'Ordre du Contrevent. Voilà. Alain Damasio, t'embrasse. Pas. Non, si. Le pauvre. Il y a Tolkien, hein. Oui, évidemment. Alors, Le Seigneur des Anneaux, effectivement, c'est un des trucs que j'ai envie de lire plus tard dans ma vie, parce que j'avais commencé à lire quand j'étais plus jeune. Oui, le Hobbit, c'est beaucoup plus accessible, mais le Seigneur des Anneaux 1, j'avais essayé de le lire quand j'étais plus jeune, et ça m'est un peu tombé des mains. Et alors, pour le coup, j'ai mon pote Vincent, toujours lui, qui est un grand fan de Tolkien. Vincent, t'embrasse. Des bisous. Lui m'a assuré que le Silmarillion, c'était un autre niveau. Ah oui, c'est hors compète. Voilà. Donc, voilà, dans l'ordre, d'abord ça, puis Damasio, puis Tolkien. Ok, d'accord. Voilà. Je
comprends. Donc ça va, je commencerai par ça du coup. c'est ça. Ok, trop cool. Voilà. C'est déjà entre le troisième et le deuxième, c'est assez... Il y a un écart énorme. Ouais. On parlait aussi tout à l'heure en off. En off, ouais. Est-ce que tu pourrais les classer en genre ou en sous-genre policier? Il y a une enquête? Oui, parce ça que alors, commence par un meurtre et il y a une enquête. C'est ça, il y a une ouais, il y a une enquête, mais ah ouais. On va plutôt suivre lui qui veut venger la mort de sa femme, ou en tout cas qui veut retrouver le meurtrier de sa femme. C'est totalement une enquête. Voilà. Est-ce que c'est policier pour autant? Je sais pas, ouais, plus polar que policier, tu vois ce que je veux dire? Enfin, un truc de, il y a une enquête, mais c'est pas vraiment, on n'est pas vraiment là dans la police. Enfin, les policiers sont très très secondaires dans l'histoire. Est-ce que ça peut être genre littérature blanche, sous-genre policier? Par exemple. Par exemple. Tout à fait. Voilà. Ok. Donc on découpe en deux dans ce sens-là, on met la moitié en littérature et l'autre moitié en policier dans les C'est ça. Et puis tu achètes les deux moitiés, ça fait 2 fois plus de droits d'auteur pour Wajdi et Mawad. C'est génial. Voilà. Moi j'ai Mawad, on t'embrasse. Ok, et là sur le top 1, donc le livre que tu préfères des trois, c'est ça. Qui est le mieux par rapport aux deux autres? Qui est le mieux par rapport aux deux autres. Ça c'est pareil, c'est un livre que j'ai lu en fait à une période de ma vie où je lisais pas du tout. Donc la période de creux de ma vie. Donc, vous voyez quand même l'épaisseur du livre quand tu lis pas du tout. Bien sûr. Donc La vérité sur la Ferrari Kéber de Joël Dicker. Donc effectivement, pour le contexte, à tes souhaits. Merci. Donc ce bouquin-là sort et fait beaucoup parler de lui. Je sais plus en quelle année il est sorti, peu importe. Tu veux que je regarde? Je t'en supplie. Il fait beaucoup parler de lui. Moi, je suis à ce moment-là à l'aéroport à Toulouse, voilà. Et en fait, je passe au relais et donc 2012. Et ben dis donc comme Joachim Barbier, voilà. Pareil. Je le remets? Je t'en supplie. Et donc je suis à l'aéroport et comme je te disais, moi j'ai toujours aimé voir les bouquins, etc. Donc tu te balades. Là, il y a ce livre qui effectivement a beaucoup fait parler de lui. Et je me laisse tenter. Voilà, je me dis, écoute, dans l'avion, il y a 1h30 de vol pour aller à Toulouse. 1 heure même. J'ai largement le temps de lire le livre. J'ai largement le temps de lire 600 pages. Mais donc, je me plonge dans ce bouquin-là. Et impossible littéralement de le lâcher. Plonge, quoi. Ouais, vraiment, je rentre dedans. Et c'est un vrai coup de cœur. C'est un truc de, je suis happé dans le bouquin. À tel point que, en fait, je te disais tout à l'heure, j'étais dans une période de ma vie où je préférais faire d'autres trucs que lire. Et ben là, sur ce livre-là, j'ai préféré lire que faire d'autres trucs. C'est beau. Et tu vois, moi, par exemple, je suis pas du tout un mec qui aime lire le soir avant de me coucher dans mon lit. Ça m'endort de fou. Là, j'étais en mode genre... Je veux le lire. Et ça t'empêche de dormir. C'est ça, jusqu'à des heures indues de la nuit. On adore. Cette sensation, elle est absolument incroyable. Évidemment. C'est fou. Évidemment. Et donc, c'est une sensation que j'ai très peu retrouvée dans les bouquins. Même si je lis que des trucs géniaux, j'ai pas eu ce truc de... mais je dois savoir. Ouais, tu débordes, quoi. C'est une nécessité. T'en as pas eu d'autres? Pas forcément dans ce genre-là, dans tous les livres. Ça t'a jamais refait ça? C'est pas grave, hein? C'est pas à ce point. Enfin, tu vois, c'est marrant, tu disais tout à l'heure, tu vois, si je le relisais aujourd'hui, est-ce que j'aurais la même sensation? C'est possible que non, par exemple. Mais je me souviens qu'à l'époque, j'étais vraiment genre, mais c'est génial. Ouais. C'est complètement génial. Et ça se trouve, c'est peut-être juste parce que c'est exactement le livre qui te fallait à ce moment-là. C'est possible, c'est tout à fait possible. Des fois, c'est une histoire de timing, tu lis des livres et c'est pas le moment, en fait. Mais après, ceci étant dit, je pense que c'est un livre qui fait plutôt l'unanimité. Apparemment, j'ai très envie de le lire. Voilà, 600 pages, pas le temps, quoi. Mais oui, mais après, ça se lit extrêmement bien, du coup. Ouais, faut vraiment que je lise. Mais donc voilà, La vérité sur la Ferrari Kéber. De quoi ça parle? Ça parle, en fait, c'est l'histoire d'un écrivain de mémoire, parce que c'est pareil, je l'ai lu il y a très longtemps, d'un écrivain qui est mandaté pour écrire un livre sur une affaire judiciaire vieille de... Non résolue. C'est non résolue, vieille d'il y a un certain nombre d'années. Et en fait, du coup, il va refaire un peu le fil de l'enquête et donc, fatalement, trouver le tueur à la fin. Ou la tueuse. Ou /A tueur. La personne qui a... La personne qui a capoute. Oui. Donc, la dame dont j'ai oublié le nom qui est décédée dans ce livre. Vas-y, continue. Voilà, donc c'est totalement une enquête, mais on la vit à travers cet écrivain qui veut... Il n'y a pas le résumé. Ah bon? Derrière, il y a la photo du joli monsieur avec ce qu'il a fait. Bien sûr. Puis l'avis de Figaro littéraire et l'avis du journal du dimanche. Il n'y a pas le résumé. Bien sûr. Très bien. C'est pour qu'on te... Je faut juste que tu tiennes ça. Bien sûr. Wesh, on sait pas de quoi ça parle? Ça, c'est un peu mon... 600 pages et tu me dis pas de quoi ça parle. Fais un effort, s'il te plaît. On veut le nom de la dame. Mais oui. C'est pas possible, ça. Attends, mais parce que je crois que...
Woody. Oh là là. Nola Kellergan. Voilà. Pour ça. Nola Kellergan est décédée, donc malheureusement. Rest in peace. Hop. On t'embrasse. On l'embrasse, Nola. Et donc, on va suivre cet écrivain qui va aller un peu sur les traces de ce meurtre non résolu. Et, donc il y a un côté enquête quand même. Oui. Mais pas violent. Donc c'est une littérature blanche. Tout à fait. Policier. Littérature blanche policière. Again. Non, c'est vachement varié. Voilà. Hein. Donc voilà. Mais ouais, cette impression que m'a laissé ce livre et ces soirées, ces nuits, ces après-midi que j'ai passé à le lire à une période où je lisais pas du tout. Voilà. C'était un peu ma femme de ménage à moi. À l'époque où la femme de ménage n'existait pas. Le livre. Ouais. Sinon, c'est bizarre. C'était un peu ma boniche, quoi. Voilà. C'est ça, ouais, ça t'a happé pareil. Et, C'est ça. T'en as lu d'autres de Dicker ? Non, aucun. On m'en a recommandé, mais j'en ai pas encore lu. Et pareil, ça fait partie des trucs que je me dis que maintenant que je me suis remis à lire, je vais pouvoir faire de manière. C'est souvent ce que je demande si t'en as lu l'autre de l'auteur. C'est ton préféré parce que tu penses que c'est le meilleur ? Est-ce que c'est celui-là par lequel tu recommanderais de découvrir l'auteur ou pas ? Ouais, bah là, t'as pas je lu, peux pas répondre à cette question. Rien. Voilà. Je suis navré. Si vous avez lu du Dicker, n'hésitez pas à nous dire par lequel commencer. Moi, c'est un truc que j'aime beaucoup quand je connais pas un auteur, c'est d'avoir des avis genre plutôt commencer par celui-là, plutôt par celui-là. C'est peut-être une déformation professionnelle parce qu'en tant que libraire, du coup, j'essaye de me faire rapidement une idée d'un auteur ou d'une autrice et généralement, je choisis le plus représentatif de ce que fait l'autrice pour commencer, ou plutôt commencer par celui-là en fait. Okay. J'ai tendance à généralement voir ça comme ça, donc j'ai tendance à rechercher ça aussi dans les recours. Okay. Donc, voilà. Là, dans le cadre de Dicker, j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps où je parlais des 10 livres les plus vendus en France en 2025. Il est dedans parce qu'il a sorti un livre l'année dernière, un livre jeunesse pour le coup, qui n'a rien à voir avec ce qu'il fait d'habitude. Absolument. Et donc je disais dans le livre que j'avais lu Harry Kéber, mais que j'avais lu que celui-là. Et il y a beaucoup de gens dans les commentaires qui ont dit Harry Kéber, c'est globalement son meilleur bouquin. Ok. Oui, ça reste aussi unanime. Et... C'est ça. Il y en a qui globalement même disaient c'est le seul bon qu'il ait écrit. Là, je serais plutôt d'avis de se détendre. Oui, donc commencer par celui-là, c'est pas déconnant. Mais donc voilà, après avec le risque du coup d'être potentiellement déçu par les autres si tu lis. Oui, si tu lis le meilleur, après c'est moins bien. C'est ça. Mais au moins, t'en as lu un bien de lui, c'est cool. C'est clair. Mais en tout cas, celui-là, moi, pour le coup, il y a un certain nombre de livres voilà, où tu dis, de toute façon, je pense que tu peux kiffer, peu importe ce que t'aimes, et celui-là en fait partie. Je pense que il y a des. Je ne l'ai pas étudié, je ne l'ai pas lu suffisamment pour te dire, mais il y a des procédés narratifs, des procédés d'écriture et tout qui font que c'est hyper haletant, quoi. Ouais. Je t'en parlais tout à l'heure, il y a une vidéo de Cyril, je ne sais pas son nom de famille, je crois qu'il est impossible à prononcer. Je mettrai un lien sur sa chaîne que j'aime beaucoup, qui parle littérature et qui avait fait une vidéo justement sur ce livre-là, et sur le procédé d'écriture et comment il arrive à capter l'attention avec des petits graphiques et tout. La vidéo giga quali. J'aime beaucoup ce qu'il fait, donc je te l'enverrai. Totalement. Je la mettrai en lien parce que j'aime bien cette vidéo. Quand cet épisode sortira, j'aurai déjà vu la vidéo. Donc, absolument. Voilà. Donc, et qu'est-ce que t'en penses ? Bah, c'est top. Franchement, c'est hyper intéressant. C'est dingue, tellement instructif. Ouais. À 12 minutes, il se passe un truc, mais alors incroyable. Bah, je m'y attendais pas. Ouais. Je peux te dire que j'ai été, j'ai été saisi, quoi. Ouais. On recommande. Bref. Ok. Il y a quand même pas mal de policiers quand tu. Enfin, il y a. Est-ce qu'on peut considérer ça comme un peu du fantastique parce que c'est comme des animaux qui nous parlent ou qui se. Ils parlent pas, mais oui, c'est via la voix des animaux. En fait, je pense qu'il y a plus que fantastique, il y a une dimension dans ce bouquin qui est un peu mystique. Mais même par les thèmes qu'il traite. Oui, ok, d'accord. T'as un truc un peu. Pas ésotérique, mais presque. Ah ouais, et c'est ça, ésotérique, c'était le mot que j'allais dire. Sentais, ouais. C'était un truc un peu mystique, ésotérique. Croyance bizarre un peu. Ouais, c'est ça, exactement. Okay. C'est ça, par rapport notamment à l'assassin de la femme, et puis derrière lui, le narrateur, tout le chemin qu'il va faire pour découvrir sa propre identité, il y a un truc un peu de... C'est du dev perso. C'est ça. C'est ça, c'est be your best self. ouais. Non, pas ici. C'est pas le genre de maison. Mais ouais, voilà. Ok, donc pas fantastique, plus pseudo-ésotérique. Ouais, je pense qu'une personne qui lit ça en s'attendant à trouver du fantastique va être peut-être un peu déçue, parce que c'est pas surnaturel. Okay, c'est juste, en fait, tu t'imagines qu'il y a une petite voix à l'intérieur de la tête des animaux, et c'est elle qui parle, tu vois. Mais c'est le point de vue qui est un peu différent, mais c'est pas des animaux qui parlent, quoi. C'est ça. Okay. C'est ça. Il y a pas d'animal qui prend la parole, genre fondamentalement dans ce livre. Je suis déçue. Du coup, je vais pas le lire. Je peux comprendre. J'ai pas des animaux qui parlent. Mais non, en vrai, le procédé est quand même assez intéressant. Il y a quand même pas mal de policiers. Oui, c'est vrai. Mais pas assumé. C'est du policier pas assumé. Ben, en fait, je pense que fondamentalement, cette espèce de sensation que j'ai eue en lisant le Dicker dont je te parlais, elle est un peu genre inhérente au genre policier, où en fait, t'as un mystère et il faut absolument que tu résolves le mystère.
et du coup, ça te triture un peu, etc. Et j'ai eu un peu cette sensation-là. Il y a une implication, tu réfléchis aussi. C'est ça, tu te dis, est-ce que je peux réussir à battre le maître du jeu? Et en général, non. Ou alors c'est que c'est mal fait. C'est ça. Et j'ai eu un petit peu cette sensation-là quand j'ai lu, quand j'ai lu pour la première fois Agatha Christie cette année, de trucs de romans policiers. Et du coup, ça te gratouille un peu, ça te fait des petits gratouillis dans le. Alors si ça gratte, c'est pas bon, il faut aller voir un médecin. Si ça vous gratte à l'intérieur, allez voir un médecin. Ou alors il faut refermer le livre. Voilà. Jamais. Mais donc voilà. Mettez-vous vos livres. Mais au-delà de ça, ouais, je pense qu'il y a c'est un genre littéraire, en tout cas le genre policier, que je lis pas suffisamment pour me dire c'est grave ma cam, c'est ça mon truc et tout. Pourtant, il est quand même représenté en force. Bien sûr, mais donc c'est peut-être un signe aussi pour moi d'en lire plus. Et en même temps, j'essaye d'avoir ce truc qui est à la fois un petit peu forcé, mais qui en même temps est aussi constitutif de la personne que je suis, d'être très ouvert et de lire plein de trucs. Moi, je suis ultra curieux, tu vois. Et en fait, j'ai envie de lire des genres différents. J'ai pas envie de m'enfermer dans une niche. Je sais qu'il y a des genres littéraires sur lesquels je n'ai pas envie d'aller parce que c'est pas ta cam, ça en façade, juste ça m'intéresse pas. La romance, on vous voit, on vous regarde, on parle de vous. Voilà. Il y a pas de vous ici. On veut pas de romance. On n'aime pas la romance. Mais si vous lisez la romance et que vous kiffez, lisez la romance. Bien sûr, évidemment. Moi, c'est pas notre cas. J'ai pas de jugement de valeur par rapport à par rapport au bonheur que les autres trouvent en lisant. C'est pas moins bien, c'est juste pas ton truc. Par contre, moi, c'est pas ma cam du tout. Mais donc, du coup, en dehors de ce cercle-là de trucs que je pense savoir que j'aime pas, parce que fatalement, j'en lis pas trop. Pas. Le reste, je suis open bar, genre vraiment j'ai envie justement comme je te disais, j'ai un rapport à la lecture qui est hyper instructif, j'ai envie d'apprendre des trucs, j'ai envie de découvrir des trucs, et c'est pour ça que notamment le cadeau que m'ont fait mes potes, c'est du pain béni en fait. Franchement, c'est trop bien. C'est ça, parce qu'en fait, je vais aller. J'ai commencé par un manga, après, je suis allé sur Simone de Beauvoir. J'ai lu un truc d'autofiction d'une journaliste qui racontait la vie de sa grand-mère qui avait une émission sur RTL. Après, je suis allé sur Damasio. Après, je suis allé sur du polar, sur des parents qui découvrent que leurs enfants sont impliqués dans un meurtre. Enfin, des trucs. Enfin, tu vois, j'ai fait des montagnes russes de malades en fait avec ce challenge, mais j'adore. J'adore parce que j'ai ce truc de curiosité en fait qui est vraiment, je pense, un peu ancré en moi, quoi. Et c'est un truc vers lesquels tu te serais peut-être pas dirigé aussi toi-même. Sans doute. Très certainement. Et ouais, de fou. Et tu vois, moi, dans ma démarche de me faire une culture littéraire que j'estime, en tout cas, qui me manque encore aujourd'hui, c'est hyper important pour moi justement de découvrir des trucs, tu vois. Il y a plein de livres, même juste la couverture, la façade, la façon dont l'objet est foutu, je suis en mode genre. Ouais, non. Tu vois. Et en fait, des fois, il y a des trucs bien. Et en fait, des fois, c'est bien. Des fois, il y a des super couvertures et dedans, c'est nul à chier. Absolument. Voilà. Coucou. Voilà. Donc. Adi Larue, que tu vas lire. Celui-là, en vrai, je pense que ça va être un peu mon retour dans la fantasy, du coup. C'est pas de la fantasy? C'est vrai? C'est de la merde. Ah, mince. Fantastique. Ouais, dans fantasy, il y a Fanta. C'est pas pareil. Comme la boisson? Ouais, comme la boisson. En gros, dans l'idée, alors, il y a plusieurs définitions du fantastique. Il y en a deux, mais celle qui est assez simple à comprendre, c'est qu'en gros, fantastique, ça va être dans un monde qui existe chez nous. Fantasy, c'est un monde qui n'existe pas. Ah, très bien. Le Mordor, ça n'existe pas, c'est de la fantasy. Fort bien. Harry Potter, c'est du fantastique. Alors, il y a une autre définition qui dit c'est l'aspect magique et surnaturel, machin. S'il est inclus dès le début, que ça fait partie du monde et que c'est normal, c'est de la fantasy. Okay. Si on le découvre après et que c'est un truc qui est pas censé être là, c'est du fantastique. Ok. Donc il y a ces deux trucs-là. Mais les frontières sont. Excuse-moi, oh là là, j'ai eu un petit. T'inquiète, je comprends. On comprend au montage. Ouais, non, mais je comprends quand. Pardon. Oui, la frontière est poreuse du coup. Les définitions des genres sont très poreuses, sont très poreuses, quoi. C'est un des anneaux, c'est de la fantasy. Oui. Il y a aucun doute. Là, il y a pas de doute, ouais. Tu vois. Mais c'est plus le côté. Mais Adi Larue, elle vit à New York, machin. C'est de nos jours, c'est dans notre monde, tu vois. Mais techniquement, elle est genre immortelle, quoi. C'est juste que voilà, il y a un truc un peu surnaturel. Ouais. Et du coup, c'est du fantastique. Ok. Tu vois. Trop intéressant. Genre Twilight, c'est du fantastique. Twilight que j'ai lu. Les vampires, les machins, c'est du fantastique, typiquement, par exemple. Ok. Non, intéressant de savoir la nuance, du coup. Trop intéressant de savoir la nuance. Venez pas attraper ma veste en commentaire, je m'en fous, juste ce que je veux. Voilà. Et on m'a attrapé la mienne non plus, parce que c'est pas moi qui l'ai dit, c'est elle. Donc voilà. Le bâtard, c'est elle qui a dit. Le gamin. Oui, assume. À un moment donné. J'assume. À un moment donné, j'assume. Ok. Et donc voilà, c'est pas du tout la fantasy, c'est du fantastique. Ok.
C'est pour ça que je disais ça pourrait être un petit peu fantastique si c'était des animaux qui parlent. Mais ce n'est pas le cas. La ferme Donc, des animaux, ça n'en est c'est de la dystopie fantastique. Ok, bah il faut que je le lise, La ferme des animaux, c'est dans Faut que je le ma lise aussi. liste de trucs à lire très prochainement. Voilà. Voilà. Et du coup, pour reboucler sur... J'avais une super transition tout à l'heure et tu me l'as enlevé des mains. Tu Ah, je m'as suis coupé navré. l'herbe sous le pied. Pardon, c'est pas grave. tu veux faire comme si on avait rien dit? Non, pas du tout. Il y a quand même vachement de polar dans ton... vachement de policiers dans ton top quand même. C'est vrai. Et on en vient du coup à notre lecture commune, qui est vachement là, comme vous pouvez le voir. Là, C'est vrai. ça. Dis donc, elle est là. Waouh, elle est... Non, ça marche pas. Je fais genre... Elle est là. Qui est donc le meurtre de Roger Ackroyd, d'Agatha fait. Christie. Tout à fait. D'Agatha Christie. Agatha Christie. La fameuse, la queen. On Bien t'embrasse. Bien sûr. On la salue. Elle est malheureusement plus parmi nous, mais on l'embrasse néanmoins là où elle est. Voilà. C'est un peu dégueulasse. On va peut-être pas faire ça. T'as pas Michael sur l'épaule? Ouais, Check. un coucou. Un coucou, voilà. Le meurtre de Roger Ackroyd, tout à fait. Absolument. Donc, qui m'a été offert par mon amie Laura dans le cadre de 30 ans. Coucou Laura. On t'embrasse. Qui m'a offert donc 2 bouquins d'Agatha Christie, et c'est donc le premier que j'ai lu des 2. J'étais content. Bien sûr, que j'ai beaucoup aimé. C'est trop bien. Voilà. C'était donc mon introduction, parce que je n'avais jamais lu Agatha Christie, donc c'était mon introduction à l'univers de cette femme. J'ai trouvé ça évidemment très prenant, parce que tu as l'enquête, tu as ce mystère, et donc ça toujours ce truc qui te fait des gratouilles Encore une à fois, si ça l'intérieur. gratte. N'hésitez pas pas à appeler un médecin. Voilà. Et tu as donc ce fameux plot twist. Alors, qu'on va pas dire du coup. qu'on va pas dire. Non. Mais alors, je suis curieux du coup. À moi de poser la question. Je vais re-rentrer dans mon rôle d'intervieweur Absolument. habituel, qui n'est pas mon rôle d'intervieweur actuel. Okay. À combien de pages de la fin t'as capté le plot twist? Un peu avant en vrai. Un peu avant, mais genre, tu dirais, si tu devais donner un ordre d'idée d'un bouquin qui fait à peu près 300 pages en gros. Je sais pas, je dirais vers 80%. Ok. À peu près. Ok, je pense à peu près pareil. Moi, je pense à 40 pages de la fin, j'étais en mode genre oui, bon, ça y est. Eh ben moi avant, voilà, 89%. D'abord, je vais compter les pages. Mais donc voilà. Même si j'avais une idée, j'étais en mode genre si c'est ça, c'est cool, tu vois. Ouais. J'étais pas en mode oh non, c'est ça. Et j'ai quand même moi été surpris par le dénouement final oui. du sort de la personne en question. Absolument. Où j'étais en mode genre, ah bah dis donc, déjà lâche, très lâche. Et en même temps, je m'attendais pas. Ça, je m'y attendais pas. Ouais. Voilà. Donc, franchement, le twist est bien fait. Je pense quand il est sorti à l'époque, en plus, on en parlait, ça a fait du bruit. Ouais. Donc, rapidement, l'histoire pour les gens qui connaissent pas. Et ce que j'aime beaucoup avec celui-là, c'est que c'est pas un des plus connus d'Agatha Christie. C'est vrai. Il est vraiment très sous-côté. Enfin, il est vraiment sous-côté et pas assez connu. Et j'en parle beaucoup à des gens à la librairie qui connaissent pas. En fait, ils disent oh, Agatha Christie, c'est chiant. Je dis, non, mais regardez, celui-là, il est cool. Déjà parce qu'il change de cadre. En gros, Hercule Poirot est à la retraite. Il s'est calé dans un petit village fin fond, il fait pousser des carottes et des patates, tu vois. Tranquille, genre vraiment, il a envie d'être tranquille, tu vois. Il est un peu en dep, il est chill. Comme par hasard, un meurtre à 20 mètres de chez lui. C'est dingue quand même. Il y a un mec qui s'est suicidé en se plantant un couteau dans le dos. C'est incroyable. Mais ce qui est rigolo, c'est que le bouquin n'est pas du tout du point de vue d'Hercule Poirot, qui est tranquille. Il est... Alors, je crois que c'est jamais le cas dans l'Hercule Poirot. C'est jamais lui qui raconte l'histoire. Un peu lui quand même des fois, non? Je crois que, alors pour le coup, je m'en remets exclusivement à mon amie Laura qui m'a dit ça, qui est qu'en fait, ce n'est jamais Hercule Poirot le narrateur des Hercule Poirot. Ouais, mais là, il est quand même très secondaire. Ah, alors, c'est pas ce que j'ai dit. Il est giga secondaire quand même, non, par rapport à d'autres? Mais c'est pas ce que j'ai dit, c'est juste que c'est jamais lui le narrateur de l'histoire. Oui. C'est-à-dire qu'il est toujours là, c'est toujours lui le personnage principal. Enfin, c'est lui l'enquêteur, quoi. Mmh. Mais en l'occurrence, c'est jamais de son point de vue à lui qu'on... Parce qu'en fait, lui, il est tellement intelligent que ce serait chiant. Trop facile, en fait. Ouais, La première, il est c'est ça, j'ai trouvé. C'est ça. Et donc, en fait, c'est toujours quelqu'un d'autre qui raconte l'histoire et qui inclut Hercule Poirot dans l'histoire. Ouais. Mais là, c'est vraiment, donc c'est via le docteur Shepard. Absolument, Shepard, ouais. Shepard, qui est le médecin du coup du village anglais à ce moment-là, qui va du coup être impliqué là-dedans. Et c'est via son journal, en fait, il nous raconte l'histoire. C'est ça. Donc c'est lui qui nous raconte en nous écrivant l'histoire. En fait, il seconde Hercule Poirot dans l'enquête. C'est ça. Et donc, parce qu'il était le premier forcément sur la scène de crime, parce que c'est lui qui a constaté le décès, etc. C'est le médecin qui a été appelé immédiatement et tout. Et donc, on va suivre l'enquête à travers donc, le journal qui tient pendant l'enquête. C'est ça. Et qui lui nous raconte. Et je trouve que c'est assez intéressant et ça donne le truc peut-être un peu plus accessible que si c'était de la description, machin, que ce soit juste quelqu'un qui nous parle. Alors, il y a un langage quand même particulier, de par l'époque où ça a été écrit, tout ça, mais ça reste quand même très, très accessible. Il est vraiment pas très long.
C'est ça. Et je trouve que c'est une très bonne porte d'entrée à Agatha Christie, plutôt que de Carrément. passer par du classique que tout le monde entend dire, on dit j'ai pas envie de le Carrément. lire. Genre les classiques d'Agatha Christie, je suis désolée, j'ai pas envie de les lire de par l'image que ça a en fait. T'as un titre en tête en particulier ou pas du tout? Tous, le meurtre sur le Nil, Ok. Ils étaient 10, Deep Tina qui maintenant s'appelle Ils étaient 10, les très très connus dont tout le monde a Ok. entendu parler, tu vois. Alors c'est Me rigolo. botte moins. Pour le coup, je trouve que. Alors, parce que moi, du coup, j'ai lu aussi Ils étaient 10. Alors, ça, par contre, fun fact sur Ils étaient 10, donc tu as très justement dit que le titre français avant, c'était Les 10 petits nègres. Oui. Par rapport, en fait, à une comptine qu'il y a dans le bouquin qui raconte l'histoire de 10 petits nègres, etc., donc dans l'ancienne version. Il faut sachez que la version anglaise, la version originale de ce livre ne s'appelle plus Ils étaient 10 petits nègres, pardon, depuis plus de 40 ans. Oui. Et qu'en fait, la France est le dernier pays à avoir changé ce titre-là, alors que c'était sur demande de la famille d'Agatha Christie. Enfin, genre, je trouve ça fou, parce que ça avait fait un tel tollé à l'époque en France de oh là là, on nous enlève notre patrimoine, de trucs de machin. Juste, les gars, c'est genre la famille de l'autrice qui a voulu ça. Et enfin, genre, c'est hyper. Enfin, ça n'a rien de pertinent dans l'histoire, que ce soit des petits nègres ou des. Parce que d'ailleurs, le mot nègre a été remplacé par soldat dans la version actuelle, et genre, ça n'a aucune espèce d'importance dans l'histoire. Ça ne change rien. Et je me souviens avoir eu une cliente une fois. Je l'ai senti venir à 10 km et vraiment j'ai coupé très très court. On était là en mode c'est fou, hein, pourquoi ça s'appelle Ils étaient 10 maintenant. J'ai dit du coup ils ont changé, il y a une nouvelle traduction, machin. Et direct j'ai pas fini de faire ça, elle me dit mais c'est de la censure, machin. J'étais là. Oui, d'accord, bonne journée à vous. Et je suis partie, elle a continué de gueuler, j'étais là. J'ai pas le temps en fait. Surtout c'est fou que dans la version originale, ce changement-là a été opéré il y a genre 40 ans et qu'en fait la France ait décidé de faire ça il y a genre 5-6 ans, quoi. Il y a vraiment pas longtemps. Mais donc voilà, et donc j'ai lu aussi celui-là. Oui. Et pour le coup, je trouve que c'est une très bonne porte d'entrée aussi à Agatha Christie. Ah ouais. Parce que, mais enfin, pour le coup, celui-là, jusqu'au bout, j'étais en mode genre, je sais pas ce qui s'est passé là. Ok. Et genre, en fait, donc très rapidement, l'histoire de Ils étaient 10. 10 personnes que, a priori, rien ne lie, se retrouvent invitées par le mystérieux nouveau propriétaire d'une île qui s'appelle donc l'île du Soldat. Qui est une île avec une maison très luxueuse, donc qui a appartenu à des milliardaires, à des gens du show business, etc. Et ils se retrouvent donc dans cette île au même moment. Et en fait, le premier soir, il y a un espèce d'enregistrement audio qui éclate dans la maison, qui dit toi, t'as été accusé de tel meurtre, toi, t'as été accusé de tel meurtre, toi, t'as été accusé de tel meurtre, etc. Et donc, en fait, on se rend compte qu'ils sont tous accusés d'un crime plus ou moins sérieux dans leur vie. Et donc, en fait, ils vont l'un après l'autre tomber comme des mouches, voilà. Et en fait, ils vont tous mourir. Et en fait, donc tu apprends la première page, hein, donc littéralement, il n'y a pas de spoiler là-dedans. Et en fait, ça va suivre les paroles d'une comptine, donc la comptine, donc à l'époque des 10 petits nègres, aujourd'hui des 10 petits soldats, qui en fait raconte 10 petits soldats qui vont, il y en a un qui va mourir et donc il en reste plus que 9, et puis il en reste plus que 8, et puis il en reste plus que 7, etc. Et genre la mécanique de l'inévitabilité absolue de la mort de ces personnages les uns après les autres, etc. Et de te dire, mais genre, ok, ils se soupçonnent tous les uns les autres, qu'est-ce qui se passe, tu vois, genre leur mentalité qui change de ouf au fur et à mesure des morts et tout, et tu te dis mais genre c'est trop bien. Et moi jusqu'à la fin, d'ailleurs j'étais un peu déçu par le dénouement, j'étais en mode genre c'est pas assez tiré par les cheveux par rapport au côté un peu génial du procédé et tout, et celui-là j'ai trouvé chambé. Question, est-ce que c'est grave quand tout un bouquin comme ça est trop bien, ça t'a tenu, et que le dénouement et le twist final n'est pas à la hauteur de ce que tu espérais? C'est pas gravissime. Comment on considère ce truc-là? Un peu relou, mais le plaisir de la lecture a été suffisamment suffisant pour pas le casser. Et puis bon, par ailleurs, en fait, je trouve que tu vois, typiquement dans Ackroyd aussi, t'avais un peu ça. T'as quand même un truc d'Agatha Christie qui est très ancré dans le réel. T'as un truc ça va pas dans des théories farfelues et tout. C'est très écoute, c'est machin qui a fait le coup, et puis voilà, il avait des motivations très très cohérentes. Juste tu l'as pas vu parce que voilà. Et là, c'était très terre à terre, alors qu'en fait, l'histoire elle est tellement folle que tu te dis ouais, d'accord, tu t'attendais à un c'est truc, ça, tu t'attendais à un truc rocambolesque, quoi. Genre moi je m'étais fait cette théorie que en fait chacun était chargé d'en tuer un autre, et que du coup ils s'éliminaient les uns les autres, pas du tout. Désolé pour le spoil du coup, mais donc voilà. Et ouais, jusqu'à la fin tu te dis mais qui ? Ok, donc en fait, le fait que ce soit un peu les plus connus et les classiques et machin, c'est mérité parce que c'est vraiment bien, et qu'il faut quand même commencer par là, du coup ? Je sais pas s'il faut quand même commencer par là, mais je trouve que celui-là, il est
tellement genre entraînant et tellement genre. Ouais, c'est pas surcoté, c'est devenu classique et c'est pas la pépite pas connue, quoi. Absolument. Okay. Celui-là, c'est vraiment. Mais après, Roger Ackroyd, en tout cas, il est vraiment chouette et il a effectivement cette particularité du plot twist qui est vraiment, vraiment cool, qui avait un peu fait scandale à l'époque et tout. Ouais. Et on en parlait tout à l'heure, j'ai quand même glissé un petit tacle pour Freda McFadden parce que. Vas-y, fais-toi plaisir. Parce que j'ai lu La Psy il y a pas longtemps, qui a à peu près la même mécanique que Roger Ackroyd, mais qui est fait. Avec le cul. Ah bah, avec cette partie-là du corps, exactement. Voilà. Vraiment, genre. On vous laisse imaginer. C'était genre terrifiant de médiocrité. Et genre, je me suis dit. C'est ouf comment tu peux avoir les mêmes outils et faire à la fois genre un truc qui est un peu un classique du roman policier et un truc qui est une bouse. Voilà. Okay. Et donc, c'est comment bien faire et comment mal faire. Genre, c'est encore un peu à chaud parce qu'il l'a fini il y a pas longtemps, La Psy. Ah ouais, j'ai été scandalisé par ce bouquin. C'est le 4e livre le plus vendu en France sur l'année 2025. Voilà. Ouais. C'est nul. Mais je trouve ça, je me suis senti un peu insulté en tant que lecteur. Ouais. Okay, d'être pris pour un con à ce point-là. Ok, ouais, je vois. Voilà. Mais pour refaire une petite parenthèse, Freda McFadden, bien sûr. Je tiens à le dire pour pas que ce soit un petit peu déformé, je fais pas partie des gens qui disent c'est nul, j'ai pas lu, ça me tente pas, j'ai pas envie. Plus c'est connu, moi j'ai envie de le lire. Par contre, faut dire que il faut lui reconnaître ça. L'avantage de Freda McFadden, c'est que par exemple avec La Femme de ménage, il y a, je pense, 90% des gens qui lisent La Femme de ménage qui ne lisaient pas avant. Absolument. Et juste pour ça, putain, mais merci en fait. Parce qu'on en parlait tout à l'heure et ça te surprenait tu savais pas à quel point les gens continuent à lire ou s'arrêter à ça ou pas. Il y a énormément de gens qui m'ont dit je lis pas du tout, j'ai lu La Femme de ménage, je sais pas quoi faire d'autre. En fait, je m'y connais pas, je sais pas. Et du coup, nous, les libraires, on est là pour ça. Et il y a beaucoup de gens qui lisent autre chose derrière et qui lisent régulièrement, qui deviennent de gros lecteurs grâce à ça. Donc juste pour ça, encore, c'est comme la romance, c'est pas parce que moi j'aime pas ça que c'est pas bien, c'est juste que c'est pas ma cam. Si des gens se régalent à lire des trucs, le but c'est de se régaler en lisant des trucs en fait. Donc régalez-vous à lire des trucs, même si c'est La Femme de ménage. Enfin, il y a pas de... J'ai pas envie de hiérarchiser ça et dire en termes de quali, machin, on a une cliente qui est venue en disant, qui a tapé un scandale, comment vous osez vendre La Femme de ménage, c'est pas la littérature, c'est un scandale de mettre ça sur table, vous devriez avoir honte. On a dit oui madame, allez, appelez les petits monsieur blancs. Mais, les petits monsieur en blanc, genre, allez vous faire enfermer madame. oui, chut, allez, ça va aller. Mais du coup, voilà. Donc, c'est pour replacer dans le contexte. On n'est pas pour dire c'est pas bien. Effectivement, on peut trouver ça très mauvais. Évidemment. C'est pas le sujet, en fait, pour moi. C'est deux trucs un petit peu à part et je voulais faire un. Mais tu vois, genre, moi, c'est une vraie interrogation de. Alors, évidemment, je retire pas un mot à ce que tu as dit. T'as pas intérêt. Pas un seul. Oui. Mais je ne peux pas m'empêcher de m'interroger sur ce succès. Je me dis, mais genre, pourquoi ça marche autant ? Parce que c'est simple et accessible. Ah ouais, non, bah oui, mais en fait, c'est trop. Enfin, je trouve ça limite trop simple. Enfin, mais après, c'est peut-être. parce que. Tu vois, c'est peut-être du snobisme de ma part, mais. Peut-être. Parce que ça a le mérite d'exister, en fait. Ah, bien sûr. Et moi, ce que je retiens de ce truc-là, c'est pas c'est trop simple, c'est suffisamment simple pour faire lire des gens. Encore une fois, c'est vraiment le bon côté. Et genre, moi, franchement, justement, je suis genre trop content que. On en a parlé tout à l'heure off, mais ce truc que tu décris de gens qui sont venus genre d'eux-mêmes pour creuser. Énorme, c'est insane, je pense que vous vous rendez pas compte. Hein. Bah, de ouf. Et donc, ça, moi, je suis trop content. Oui. Mais c'est vrai que quand. Donc, La Femme de ménage, bon, je trouve ça sympa sans plus. La Psy, moi, on me l'avait vendu justement comme un de ses très bons bouquins, genre comme un de ses trucs vraiment. Il y a des gens qui m'ont dit que c'est son meilleur. Ouais, c'est son meilleur et tout. Et donc, je m'attendais vraiment à un truc. Un step-up par rapport à Femme de ménage. Ouais, de fou. Ouais, alors, franchement. Franchement pas. Après, encore une fois, c'est ma sensibilité de lecteur et tout. Là, pour le coup, et je te disais, par rapport au fait que j'avais lu Le Meurtre de Roger Ackroyd pas très longtemps avant. Tu utilises les mêmes procédés. Ouais, qui repose sur la même mécanique. Ouais, c'est qu'il y a vraiment un comparatif direct. Ouais. Qui était et assez là, j'étais vraiment en mode, genre, au-delà du style d'écriture que je trouve, genre. Pas dingue. Là, dans la façon dont c'est foutu et dans la mécanique du bouquin, je me suis senti, genre, un peu floué, quoi. J'étais en mode, genre, En fait, je pense que je vais faire un parallèle. J'en ai parlé du coup le mois dernier avec Camille. C'était il y a 4 jours, c'était il y a 24 heures, mais pour vous, c'était il y a un mois. On avait en lecture commune l'encyclopédie du savoir relatif et absolu de Bernard Weber. Bien sûr. Et en fait, j'ai commencé à lire grâce à Weber. D'accord. Genre vraiment, j'aurais pas lu Bernard Weber, je serais pas là en train de faire. Je serais pas morte, hein, mais je serais pas en train de faire un podcast littéraire en tout cas, tout va bien. Okay. Et en fait, Bernard Weber, on tape un petit peu dessus. Enfin, il y a les gens un peu élitistes qui tapent dessus en disant genre c'est trop simple. C'est pas de la vraie littérature parce qu'il a un vocabulaire, une façon de raconter qui est très très simple. Il y a pas de fioriture, il y a pas machin, tout ça. Et moi, c'est ce qui m'a permis de commencer à lire en fait. Quand j'avais, je sais pas, j'ai lu Les Fourmis, j'avais 13 ans. Et pendant genre 10 ans, je n'ai lu que du Weber. Donc je n'ai rien lu d'autre. Et vu l'image qu'on avait de Weber, je me considérais pas comme lectrice et j'avais honte de ce truc-là et je disais pas que je lisais du Weber en fait. Parce que je me considérais pas lectrice. C'était moins bien. Donc il y a peut-être un petit peu ce truc-là aussi. Mais alors tu sais, moi je pense que, je tire une frontière, très personnelle en tout cas,
entre les choses simples et les choses mauvaises. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, avoir un style simple et avoir un style accessible, tu vois, on parlait de David Fuenkinos tout à l'heure, je pense que David Fuenkinos, c'est ultra simple, c'est ultra accessible, c'est très, je te disais, naïf, mais dans le bon sens du terme, tu vois. Je pense que fondamentalement, tu peux le critiquer sur certaines choses parce que des choses qui sont pas assez développées ou des choses qui sont comme ci, comme ça, mais ça reste quand même un écrivain qui a du talent, tu vois. Et faire des choses simples, enfin faire les choses simplement, c'est pas si simple que ça, tu vois. Là, en l'occurrence, dans le cadre de la psy, parce que du coup, j'ai lu 2 livres de Freda McFadden, La femme de ménage et la psy. La femme de ménage, j'ai beaucoup moins de critiques à émettre là-dessus, mais la psy, pour le coup, genre, il y a des critiques structurelles à faire sur ce bouquin, genre de construction, il y a des trucs qui vont pas, qui marchent pas. Ouais, c'est ça, des trucs qui, pour moi, me font poser des questions sur le succès global du truc. Après, encore une fois, je retire pas un mot sur le fait que tant que ça fait lire des gens, c'est trop cool. Tant que ça initie des gens au plaisir de la littérature, c'est trop cool. Si ça remet des gens au plaisir de la littérature, c'est trop cool. Et moi, en vrai, la raison évidemment pour laquelle j'ai voulu lire, enfin j'ai lu La femme de ménage l'année dernière, c'est que en fait tout le monde en parlait. Et tu t'es dit pourquoi ? Bien sûr, et des gens qui disaient oh là là, je n'avais pas touché un livre depuis 1994, mais alors celui-là je l'ai lu en 2 jours. Et j'étais en mode genre en vrai trop curieux, tu vois. Encore la curiosité qui arrive. C'est fou ça. Parfois elle me joue des tours, tu vois. C'est dingue. On la remercie pas. Et donc voilà. Et donc pour la petite histoire, ce qui est très drôle, c'est que j'ai plusieurs fois fait des vidéos où je parlais en des termes pas forcément hyper élogieux de Freda McFadden, même si encore une fois j'ai rien contre elle et les gens qui lisent McFadden j'essaie d'être nuancé de manière générale, je sais pas ma cam, etc. Il se trouve que les éditions City qui éditent Freda McFadden m'ont contacté après une vidéo, ils m'ont dit on les salue, on les embrasse et genre en fait ils étaient en plein dans la promo du dernier bouquin de Freda McFadden qui s'appelle La Locataire. Ils m'ont dit vous voulez? J'étais en mode ouais. Let's go. Voilà, donc je l'ai reçu, je l'ai filé à ma meuf qui va le lire et qui va me dire ce qu'elle en pense. Voilà. Tu vois le goûteur dans la sélection Cléopâtre? Oui. Voilà, c'est ça. D'accord. Tu vois, un cadeau pour la reine des reines. Tu vois. Voilà. Mais le truc, c'était, je vois un petit peu le parallèle, le côté très élitiste qui considère que c'est pas la littérature. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais en fait, moi, c'est pas que je considère pas que c'est de la littérature. La littérature, pour moi, c'est un spectre excessivement large et il n'y a aucun souci. Tu peux mettre ce que tu veux dedans. Par contre, c'est pas bien. Oui. Voilà, c'est tout. Non, mais oui, voilà. C'est tout. Et donc, après honnêtement, moi, j'ai aucun problème fondamental, philosophique ou autre, avec le fait d'aimer des choses médiocres. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux. T'as du plaisir coupable. Bien sûr. Voilà. Évidemment. Moi, genre, je suis fan de foot. Enfin, genre, le foot, c'est quand même. C'est ça. C'est le divertissement populaire de bas étage. Tu vois. Enfin, il y a pas de souci. Tu vois. Juste, genre. Je pense que ça fait pas de mal des fois de conscientiser et d'intellectualiser un peu le rapport qu'on a à la culture. Et tu vois, c'est pareil, j'en ai fait une vidéo où je disais genre est-ce qu'un livre qui est beaucoup lu c'est forcément un bon livre? Et tu vois, genre je trouve que ça le succès de Freda McFadden de manière générale, je trouve qu'il interroge beaucoup la façon dont on consomme la culture aujourd'hui. Et tu vois, les chiffres sont assez têtus, en fait. C'est-à-dire qu'ils te disent, en fait, que les gens qui ont lu Freda McFadden une fois, ils y sont retournés en masse. Et en fait, le fait qu'il y ait autant de gens qui aient acheté ses bouquins à elle et que les autres livres qui auraient pu profiter de son succès-là soient pas aussi beaucoup plus haut dans la hiérarchie, ça veut dire qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ont lu que ça et que tu as un truc un peu de gens qui se bloquent un peu dans... Parce que je pense que tous ces gens-là, c'est des gens qui lisaient pas avant, donc c'est des nouveaux lecteurs. Ah, c'est possible aussi, tu vois, mais... Je pense que c'est principalement du nouveau lecteur, hein, les gens qui ont lu McFadden. Peut-être. Je pense. De mon point de vue de libraire, je pense que c'est beaucoup ça. Donc, c'est tant de lecteurs en plus. Honnêtement peut-être. Je suis tout à fait ouvert, évidemment, à cette question-là. Je trouve que, de manière générale, de toute façon, on est face, en tant qu'amateur de littérature, etc., on est face à ce phénomène-là. Et tu vois, sans le mépriser, sans le rabaisser, etc., je trouve que c'est hyper intéressant de l'étudier, de le comprendre. Et tu vois, et si on doit le critiquer, de le faire en tout cas sur la base de trucs concrets, solides, tu vois. Bien sûr. Mais ça me fait penser, juste dernier petit parallèle avec Weber, et puis après on arrête. Une année, en interview, on lui a dit que c'était genre l'auteur le plus téléchargé illégalement. C'est vrai ? Cette année-là. Marrant. Et du coup, on lui a dit ça en interview, et on lui a dit, il y a tant de personnes qui ont téléchargé illégalement vos livres. Il a dit, mais c'est trop bien. Donc c'est-à-dire qu'il y a tant de personnes qui ont lu mon livre et qui l'auraient pas lu s'ils avaient dû payer, donc c'est trop bien en fait. Il a dit moi je m'en fous qu'on paye mes livres ou pas tant que des gens lisent, genre il est en mode putain il y a tant de gens qui ont lu grâce à ça, c'est trop bien. C'est hyper intéressant cette question du téléchargement illégal. Cette philosophie elle est ultra intéressante moi, je trouve. Il est en mode vas-y les gars je m'en fous en fait, si ça a fait lire des gens que ça aurait pas fait lire par rapport au prix parce qu'ils peuvent pas se le permettre ou machin, let's go, c'est trop bien, tu vois. Bravo Bernard. Merci, on t'embrasse. Quand tu veux, tu viens à l'émission. Enfin, vous venez à l'émission, monsieur Weber, s'il vous plaît. Ceci est une invitation officielle. Voilà, je veux Bernard Weber dans l'émission. Si vous connaissez Bernard Weber, n'hésitez pas. Bien sûr.
se met en contact, on s'appelle. On le mentionnera sur Insta et tout. Glisser dans mes DM. Bien sûr. Voilà. J'ai peur. Imagine, ça marche. Ce serait fou, quoi. Peut-être que, genre, dans quelques mois, à cette place-là où je suis, il y aurait Bernard Weber. Alors. Pardon. Et tu pourras parler de Fred McFadden avec lui. Oui. C'est pas vrai. Comment on en est venu à faire cette boucle-là ? Oui, meurtre de Roger Ackroyd, même procédé, de la psy, machin, tout ça. C'est ça. Donc on a tous les deux apprécié globalement C'est pour vrai. les mêmes choses, j'ai l'impression. Je suis contente qu'on l'ait choisi parce que, comme je disais, je pense qu'il est assez peu connu. C'est vrai. Ça fait pas partie des plus connus et il mérite vraiment. Je sais que tous les gens à qui j'en ai parlé, je dis vous avez lu du Agatha Christie ? Ils m'ont dit oui. J'ai dit celui-là, ils m'ont dit bah non. Je dis bah voilà. Tada. C'est vrai. Une vente. C'est vrai. Franchement, carrément. Il faut. Et c'est un livre qui est pas très long. C'est un livre qui est très abordable. Et, très simple. Et c'est un truc un peu. Encore une fois, dans les procédés narratifs, la façon dont l'histoire est amenée. Et tu vois, c'est marrant, je trouve que. Parce que du coup, ma pote Laura qui me l'a offert me dit qu'elle l'a. Alors, je crois qu'elle l'avait même pas lu. Alors, c'est ça qui est rigolo, elle l'avait même pas lu quand elle me l'a offert. Mais en fait, elle connaissait l'histoire parce que très fan d'Agatha Christie, donc elle avait vu toutes les adaptations en série ou en film ou autre. Et donc voilà, il y en a quand même pas mal. Et donc elle m'avait offert Roger Ackroyd. Et donc, elle l'a lu. Du coup, en même temps que moi, en connaissant la fin. Et du coup, je pense que c'est un livre qu'il est bon aussi de relire en connaissant la fin. Je pense, qui est intéressant à relire quand tu sais. En connaissant les ficelles et tout. Clairement. De fou. Ça vaut le coup, en fait. Il y a une plus-value à lire en sachant la fin. C'est ça. Ça, c'est cool. Voilà. Ça, c'est cool. Et ça me fait un petit peu penser, et du coup, je suis contente parce que j'arrête pas de lui conseiller Alfie, que je vous conseille aussi. Tout à fait. Il faut savoir qu'il faut avoir lu Le meurtre de Roger Ackroyd avant de lire Alfie, parce qu'il y a un personnage dans Alfie, c'est une gamine, en gros, elle doit lire Le meurtre de Roger Ackroyd pour l'école, et elle a pas envie. Et en fait, pendant tout le livre, elle tanne pour que Alfie lui dise la fin, et au bout d'un moment, il lui dit le twist de fin. Donc, il disait d'abord Le meurtre de Roger Ackroyd, puis Alfie, de Rocco et Nune. Très bien. Vous n'avez pas le choix. Ça sera fait. Donc maintenant, tu peux lire Alfie, c'est quand tu veux. Maintenant ? Ouais. Allez, on y va. Je l'ai à la maison. Voilà. Ce soir, tu sais ce que tu vas faire. On se fait une soirée lecture dans le canapé au coin du feu. Voilà. Franchement, grave. Chaud. Dernière lecture marquante dont tu voulais parler tout à l'heure, peut-être ? Bien sûr. On a grave là aussi. Bien sûr, comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment fait mes devoirs, j'ai ramené tous les livres la dernière lecture marquante, c'est un livre de Laurent Godet qui s'appelle Le soleil des Scortas. Ouais. C'est un des derniers que tu as lu avec... Tout à fait, qui a remporté le prix Goncourt en 2004. Ça fait peur, ça. Tu me dis ça, ça fait c'est peur. Effrayant. Bien sûr. Bibi. Le premier paragraphe de ce bouquin, j'ai pris 2 tartes. Voilà. Ok. C'est tellement bien écrit. Ouais. C'est tellement extraordinaire. D'ailleurs, dans la vidéo de la review que j'ai fait, je lis tout le premier paragraphe. Je lis ça et je dis genre, tu vois ce que je te disais tout à l'heure sur le fait, j'aime bien lire des trucs et me dire ce mec là il a vraiment beaucoup plus de talent et d'intelligence que moi, là je l'ai pris dans la gueule, mais alors, sur 200 pages c'était formidable. Aller-retour quoi. Ah ouais, je me dis c'est intolérable d'écrire aussi bien, vraiment. Ok. Genre vraiment, et parce qu'en fait l'histoire de ce livre, en fait ça raconte sur plusieurs générations l'histoire d'une famille donc qui s'appelle les Scortas, qui habite dans un petit village des Pouilles. Et qui en fait à la base genre leur lignée en fait et il y a en gros un événement un peu marquant qui démarre cette lignée des Scortas. Derrière c'est un peu des petits bandits, des petits brigands, etc. Et puis après en fait c'est juste une famille, des frères et sœurs qui tiennent un bar tabac dans un village des Pouilles. Franchement ça n'a PMU, quoi. Ouais, ça n'a rien de passionnant. Ouais. Et en fait le mec te prend et il t'accompagne avec son écriture et c'est beau et c'est ensoleillé et c'est tu vois, en fait, c'est marrant parce que du coup, j'avais fait une story sur Instagram où je parlais de ce bouquin et je mentionnais l'auteur et on a discuté un petit peu et tout. Il a grave rigolé à ça. C'est très, très drôle. Petit flex, j'avoue, petit flex. Oh, et je disais vraiment le bouquin, ces histoires de 4 connards qui tiennent un bar tabac dans les pouilles et juste, c'est magnifique, quoi. Est-ce que du coup, dans l'écriture, est-ce que ça en fait des caisses ? Est-ce que c'est chiant ? Justement. Est-ce que c'est... En fait, c'est très dramatique. Okay. C'est très théâtral. Okay. Il y a quelque chose de très visuel. Il y a un espèce de truc où tu as l'impression que le destin s'abat sur ces gens, sur cette famille, alors qu'en fait, c'est juste ces personnes, tu vois, genre juste des petits vieux qui tiennent leur bar tabac et ils vaquent à leurs occupations et ils vont leur journée et tout. Mais tu as un peu ce truc de... Genre chaque respiration qu'ils prennent, t'as l'impression que t'as le ciel qui va leur tomber sur la tête, tu vois. Et c'est genre, le gros point du livre, c'est plus la forme que le fond. Absolument. Okay. Complètement. Mais c'est saisissant. Et en fait, depuis que j'ai fait la review de ce livre, j'ai plusieurs personnes de mon entourage qui l'ont lu et qui m'ont dit j'ai adoré.
Et en fait, donc c'est ma pote Mathilde donc, qui a eu l'idée du cadeau. On te salue. On l'embrasse. Qui a eu l'idée du nom de mon compte Insta. On l'embrasse. Bisous. Et qui a eu l'idée de ce livre-là, qui m'a offert ce livre-là. Sop, trop Triple bisous pour Mathilde. Suffit, là. Trop de salive. Et elle me disait, en fait, on en parlait, elle me disait, je l'ai recommandé à énormément de gens, personne n'a pas aimé. Ouais, c'est la valeur sûre, quoi. Voilà. Putain, je vais peut-être le lire, hein. Bah, et franchement, et en plus, c'est très court, ça fait 250 pages. Franchement, genre, c'est très très court. Si seulement tu l'avais amené, j'aurais pu le lire ce soir, mais c'est pas grave. Je suis navré, vraiment. Tu peux. Je suis navré. Mais donc voilà, c'est une des dernières. Bon, dis donc, tu vas te calmer. T'as mis un coup de genou au micro, quoi. Mais déjà, je fais ce que je veux. Bah voilà, bah écoute, la violence, quoi. Coup de tête. Nico va me détester. C'est la dernière. Moi, en plus, je suis très sensible au style d'écriture. Là, tu vois, par exemple, je suis en train de lire Laurent Mauvigné, qui a gagné le prix Goncourt cette année. D'accord. Avec la maison vide. Ah oui, qui fait 1200 pages. Qui fait 750 pages. C'est une queubrie, le truc. C'est un parpaing. Il a un style qui est hyper particulier aussi, le bouquin que je suis en train de lire, qui s'appelle Des Hommes. C'est très, 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 très spé. Ouais. Ça me séduit beaucoup moins que. En fait, il y a un truc très lyrique, quoi, dans l'écriture de Laurent Godet. Okay. Et j'ai trop envie de découvrir d'autres livres de lui, parce que j'ai envie de retrouver cette écriture-là. C'est lui qui a écrit notamment. La mort du roi de Songor. La mort du roi de Songor, absolument. Qui étudie à l'école. Bien sûr, qui a écrit aussi Chien 51. Oui. Donc qui a été adapté en film l'année dernière avec Gilles Lelouch et Adèle Exarchopoulos. Et Louis Garrel, qu'on embrasse. Ce running gag. Donc voilà, j'ai trop envie de lire d'autres livres de lui parce que je suis tombé vraiment amoureux de ce style d'écriture et c'est un truc auquel je suis très très sensible et quelqu'un qui écrit bien, je trouve ça et bon, après je vais me calmer parce que je suis pas du tout à ce niveau-là, mais moi dans le métier de journaliste de presse écrite, c'est aussi un truc que je cherche, tu vois, genre de faire transparaître des choses avec l'écriture, c'est un don, enfin c'est trop bien et j'aimerais avoir ce talent, je trouve ça fabuleux, vraiment. Ok, voilà. Je vais peut-être le lire du coup. Mais ça fait peur, hein. Bah, je sais, mais tu es une personne très brave et très courageuse. Et tu vas y arriver. mais franchement, je peux que te le recommander. Et en tout cas, si ça c'est un test concluant pour toi, franchement, après c'est pour rentrer vers d'autres trucs très chouettes. Je serais très fière de moi en vrai. Ça fait peur, c'est intimidant. Ouais, mais tu vois, je pense que pour le coup, ça c'est plus abordable que Anima, par exemple, qui est peut-être déjà un peu plus. Ok. Tu vois. Ok. J'aurais pas cru. Si tu veux vraiment avoir cette espèce de porte d'entrée vers la littérature un peu blanche, etc. Là, en fait, l'histoire est tellement secondaire qu'en fait, tu te concentres sur l'écriture, tu te laisses un peu bercer par l'écriture et tout. Ouais. C'est un peu moins complexe. J'ai peur que ce soit pas ma cam et que je sais que moi j'aime justement les trucs simples et qui en fait pas des caisses, pas trop de descriptions, pas de machin, pas de blabla. Donc j'ai un peu peur que ça se rapproche trop de ça. Peut-être. Il faudrait que j'essaye. C'est un pari à prendre, c'est un risque à prendre. Oui, je vais peut-être essayer. Je vous dirai. En tous les cas, on te le souhaite. Oui, si d'ici fin mai, je l'ai lu, je marquerai je l'ai lu ou je l'ai pas lu. Ok, voilà. C'est ça. À la Mélo du futur, franchement, tu pues la merde si tu l'as pas lu. Voilà. À la Mélo du futur, sois pas si dur avec toi-même. Voilà. Alors, d'ici fin mai, ce sera pas le cas. J'aurais pas arrêté d'être dur envers moi-même. Ok, c'est tous ces livres, cette quantité incommensurable qu'on ne peut pas commensurer de livres est absolument incroyable. On se noie sous les livres. On se noie. Mais c'est ultra intéressant, ouais. C'est je te remercie. Ultra varié. Ouais, ça va comme toi. Bah non, mais. Mais qui se sauce lui-même, quoi. Bah non, c'est toi qui dis c'est ultra intéressant. Oui, c'est vrai. Bah voilà. J'étais un peu de la merde. Non, comme tu as participé de manière assez conséquente à cette discussion, je te félicite aussi, c'était hyper intéressant. Merci. Voilà. C'est une affaire rondement menée. On essaye. J'aime les affaires rondement menées. J'aime beaucoup. Trop cool. Merci beaucoup. Est-ce que tu as des recos, des trucs? Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Est-ce que tu as le mot de la fin? Est-ce que tu veux... Je sais pas. Non, le mot de la fin, lisez autant que faire se peut. Peu importe ce que vous lisez. Peu importe ce que vous lisez, trouvez du plaisir dans la lecture, parce que je pense que dans le monde dans lequel on vit... Ah non, si, j'ai un mot de la fin qui est hyper important. Oula. Non, pardon. Lisez, certes, lisez la presse. Ah. Lisez la presse. Je pense que... les journaux papier, les magazines, si justement vous avez peur de vous attaquer à des romans, de vous attaquer à des bouquins un peu longs, etc., la presse, c'est de l'actu, c'est des reportages, c'est des thématiques, c'est des trucs que tu peux lire en une demi-heure, que tu peux lire même en 5 minutes parfois. Ouais. D'une part, on ressort toujours grandi de ces lectures-là et on ressort toujours grandi d'avoir appris plus sur une thématique. D'autre part, ça aide
à soutenir un milieu qui est le milieu de la presse, du journalisme, qui va pas très bien, parce que les gens se désintéressent de plus en plus de la presse, ils se désintéressent de plus en plus des magazines, des journaux. La presse écrite est un milieu qui va pas très bien, et je suis assez bien placé pour le dire. Donc, lisez évidemment tout ce qui vous trouve sous la main, mais lisez la presse, soyez curieux des magazines. Je connais pas... Si, je connais plein de magazines qui sont malhonnêtes et qui font de la merde, mais la plupart des magazines un peu grand public aujourd'hui qui sont pas politiquement orientés de façon à ce que ça biaise totalement leur ligne éditoriale. Je connais pas un magazine malhonnête, je connais pas un journal malhonnête. Il y a que des gens qui font leur boulot avec beaucoup de passion. Et je pense qu'aujourd'hui... on a ce besoin d'avoir une nouvelle génération qui va en fait de retourner vers la lecture et qui va aussi retourner vers la lecture via la voie de la presse. On est aujourd'hui dans une période où la désinformation est un enjeu qui va être ultra capital avec les progrès galopants de l'IA et les réseaux sociaux qui ont pris une place complètement démesurée dans la façon dont on consomme l'info. Ça va être le flot de notre ère, quoi. Voilà, les magazines, les journaux, c'est tangible, c'est imprimé sur du papier, et ça, le fait que ce soit imprimé sur du papier, ça oblige et ça engage les gens qui écrivent et qui impriment. Un minimum bien sûr, d'exigence aussi. On peut faire des erreurs en tant que journaliste, on est des humains avec nos petites faiblesses, mais en tout cas, les informations fiables, les informations concrètes, vous les trouverez beaucoup plus souvent dans les journaux et dans les médias que sur les réseaux sociaux avec des gens qui veulent faire du sensationnel. Donc lisez, oui, mais lisez les journaux, lisez la presse, c'est ultra important, et vous kifferez ça comme vous kifferez lire des bouquins et des romans et des mangas et d'autres trucs, parce que lire c'est bien. Voilà. Lire c'est bien, c'est un très beau mot de la fin. J'aime beaucoup. Et sur ce, écoutez, moi je vous fais des bisous, je vous retrouve le mois prochain, et rappelez-vous que si ça gratte, n'hésitez pas à consulter un mec. Et je vous fais des bisous. Moi aussi je fais des bisous, et on vous salue. Bisous.